Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, vous qui nous écoutez sur Kiss My Ace, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Jeux Blancs. Si vous avez streamé les 5 premiers épisodes, vous rendez compte que c'est pas la voix de Samuel qui parle, c'est normal, il est pas là. Ce sera moi, Auguste, qui vais prendre le lead un peu sur ce podcast qui sera surtout centré autour de Indian Wells qui démarre dans 3 jours à l'heure où on enregistre. De Indian Wells, on va aussi revenir sur ce qui s'est passé cette semaine avec les petits dramas autour de Rublev et d'Arthur Fils. Et on finira avec les titres qu'on connaît déjà, donc de Hugo Humbert à Dubaï et de Duminor à Acapulco, parce que au moment où on enregistre, les finales de Austin, San Diego et Santiago ne sont pas encore jouées, donc on peut pas non plus prédire l'avenir. Bien sûr, je ne serai pas seul. Avec moi, j'aurai PH qui fête sa première apparition dans Kiss My Ace. Bienvenue PH, comment vas-tu? Merci Auguste, bonjour à tous. Écoute, ça va bien, toujours un plaisir de parler tennis avec toi, avec les autres membres de l'équipe. Très bien, donc on va commencer avec Indian Wells et nos attentes par rapport au premier Master 1000 de la saison, donc les troisièmes WTA 1000 côté femmes. On va commencer par parler des favoris pour ce tournoi, même si les tableaux sont pas encore tombés, mais peu importe les tableaux, on sait quand même qu'il y a des favoris qui se dégagent naturellement. Donc on va commencer à parler d'eux. Vas-y, PH, qui est ton grand favori pour le premier Master 1000 de la saison à Indian Wells? Je vais pas être très original, mais je vais prendre le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Pour une raison, pas pour plusieurs raisons, mais déjà, on a beaucoup parlé en Australie quand il s'est imposé l'année dernière de ce retour en grâce après avoir été enfermé, pas respecté, moqué, etc. L'année précédente. Je pense qu'il y a une même force qui l'habite à l'entame de ce tournoi californien, le premier Masters 1000 de la saison, on le rappelle. J'ai l'impression qu'il veut marquer le coup. On rappelle quand même que c'est le meilleur, c'est le joueur le plus titré du tournoi avec Federer. Il l'a gagné 5 fois. Alors certes, ça fait un moment qu'il n'est pas venu, mais ça s'oublie pas. Et puis surtout, ce qui pour moi aussi va le motiver, c'est qu'à l'Open d'Australie, sur son tournoi, il a perdu pour la première fois dans un match entre les demi et la finale, et que ça l'a piqué au vif, et qu'il a vite envie de remettre les pendules à l'heure et de prouver que en plus d'Alcaraz, non, Sinner va pas le reléguer au second plan et qu'il va vite revenir sur le devant de la scène. Oui, bah ça se comprend. Et puis miser sur Djoko dans n'importe quel tournoi, c'est quand même souvent gagnant. Donc oui, Djoko fera partie des favoris, si ce n'est le favori. Surtout que ça faisait un petit moment qu'il n'était pas venu jouer Indian Wells. Et bon, c'est surtout pour des soucis extrasportifs, mais ça va faire plaisir de le revoir dans ce Master 1000. Et s'il décide de jouer alors que il aurait pu prendre encore plus de repos comme d'habitude pour préparer le gros printemps-été qui s'annonce sur la saison tennis, c'est pas pour rien. Je pense qu'il a vraiment besoin de retrouver encore plus de confiance par rapport à son échec à l'Open d'Australie, parce que bah pour lui, s'il gagne pas là-bas, c'est un échec, hein. Même si pour n'importe quel joueur faire une demi-finale, c'est déjà très très bien. Pour lui, c'est pas le cas. D'un côté, je prends son principal concurrent qui n'est pas très original non plus, mais bon, en 2024, on peut pas faire autrement. C'est bien sûr Yannick Sinner, donc qui a pas encore perdu en 2024. Il gagne l'Open d'Australie, il gagne Rotterdam, il est en 12-0 en 2024, en 15-0 si on prend la fin 2023 aussi. Le mec, il est sur un nuage. Il a vraiment passé un stade, surtout au niveau confiance. Et même dans le jeu, là, depuis plusieurs mois, on commence à le voir un minimum varié, soit monter plus au filet, soit à caler quelques petits slices, quelques petits chops dans le jeu, au lieu de frapper comme un bourrin tout le temps. Même si ça reste son gros point fort, hein, c'est les ogives qu'il envoie en coup droit quand même, c'est quelque chose.
Donc là, pour Indian Wells, même si ça c'est une surface beaucoup plus lente que sur les précédents tournois qu'il a pu jouer, sa puissance de frappe sera un avantage. Ses nouvelles montées vers le filet seront un avantage aussi pour aller finir les points beaucoup plus vite. Et bon, selon où ils seront placés dans le tableau, si Sinner et Djoko se retrouvent une nouvelle fois, donc déjà c'est un match à ne pas manquer, mais je pense vraiment que Sinner maintenant il a de moins en moins peur à jouer Djoko. Il l'a battu du coup 3 fois sur ses 4 derniers matchs, que ce soit Masters, Coupe Davis, Open d'Australie. Donc il commence vraiment à avoir beaucoup moins peur. Donc franchement, voir Sinner soulever la coupe à la mi-mars à Indian Wells, c'est quelque chose de totalement plausible. Et en plus, même en Master 1000, il a ouvert son compteur l'année dernière au Canada. Donc là, il a tous les signaux au vert. Et franchement, il y a de fortes chances que Sinner puisse aller chercher ce tournoi d'Indian Wells. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, surtout il s'est pas laissé griser par sa victoire en Australie. Il est reparti assez vite. Il a gagné le tournoi d'après, il me semble, parce que je crois pas qu'il ait joué. Voilà, c'est ça. Il a joué qu'à Rotterdam. Et puis maintenant, on va arriver aussi dans une question de qui peut le battre sur le tournoi. Donc à part Djokovic, quand tu prends les principaux concurrents, on parle beaucoup de ça avec Djokovic. On parle de l'edge mental, la supériorité psychologique qu'il peut avoir sur ses adversaires. Bah en fait, Yannick Sinner en ce moment, bah Medvedev il le bat très régulièrement. Ça doit faire un moment qu'il a. Et je crois qu'ils sont 4 victoires de suite contre Daniel, il me semble. Ouais, c'est ça. Et Daniel, on sait il a besoin de confiance pour pleinement jouer son jeu. Et on sait que sur dur, c'est l'un des meilleurs joueurs de la planète au minimum. Et puis même par rapport à Alcaraz, il se perd un peu en ce moment. J'ai l'impression physiquement, c'est toujours les mêmes problèmes. Tactiquement, on a vu à l'Open d'Australie quand il est tombé face à Zverev, c'était difficile. Sinner, je crois que la dernière fois qu'ils se sont joués, c'était enfin, en tout cas, une des dernières fois où ils se sont joués, c'était l'an dernier Pékin? à Miami, Indian Wells. Les deux s'étaient joués. Ouais. Et Pékin aussi, hein. Pékin ouais, fondamentalement, voilà, c'est bah, pas mal. enfin oui, je laisse Pékin de côté, mais en tout cas sur ce Sunshine Double, il s'était joué les deux fois en demi. Et Sinner avait fini par prendre le dessus sur Alcaraz sur le deuxième match. Donc à l'instant T, la question c'est à part Djokovic qui peut battre Sinner, et s'il se retrouve dans la même partie, bah, on a potentiellement deux tableaux, j'entends, on a potentiellement le vainqueur de ce match qui sera vainqueur du tournoi, et de l'autre côté, bah, qui peut arrêter Sinner en fait dans la forme dans laquelle il est actuellement. C'est difficile à envisager. Alors oui, on peut toujours citer Alcaraz et Medvedev, mais il est sur un tel nuage, comme tu l'as dit, que honnêtement, il a tout ce qu'il faut pour faire une grosse performance à Indian Wells. Ouais, bah, et c'est surtout que le reste du top 10, top 20, c'est un peu un terrain vague en ce moment où en soi, tout le monde peut prendre la place de n'importe qui d'une semaine sur l'autre, hein. Une semaine sera Rublev qui sera en forme, l'autre ce sera un demi-nord, l'autre sera en Hurkacz. Et on va dire entre la 5e place et la 20e, c'est un peu un gros tas de joueurs qui ont à peu près le même niveau, mais on sent qu'il y a quand même un palier et un step entre le top 4 et le reste, quoi. Donc, Clairement. donc, franchement, si en huitième ou en quart, je sais pas, on a un Sinner contre Fritz, un Sinner contre Hurkacz, contre Bublik, contre Nori, je vois pas un de ces mecs-là le battre. Même un Américain, je sais pas, un Fritz ou un Shelton en forme avec tout le public qui pousse pour lui. Enfin, Fritz, je vois pas du tout prendre Sinner. Et il faudrait un Shelton ultra chaleur qui a un gros pourcentage en première balle et qui serve que des missiles et qui rate rien avec son coup droit vraiment pour espérer faire monter le suspense. Mais sinon hors top 4, je vois pas qui peut le prendre, quoi.
sur le papier. Il a pris une dimension assez folle et même maintenant, c'est plus le même joueur que l'an dernier, à part la fin de saison. Mais oui, il y a quelque chose de, je dirais pas qu'il est intouchable, mais il y a quelque chose en ce moment quand il joue qui fait que, en fait, tu te dis peu importe qui tu mets en face, même Djokovic, parce qu'on l'a vu à l'Open Australia, peu importe qui tu mets en face, il peut le battre. Donc en fait, on en arrive à ce constat et de se dire bon bah oui, il veut pas gagner tous les tournois de la saison, mais là en tout cas sur la forme qu'il est à Indian Wells, en plus sur dur, on sait il est très bon. Bon bah à part Djokovic et potentiellement Alcaraz et Medvedev qui sont vraiment bien bons également, même s'ils évoluent déjà à de haut niveau, c'est compliqué de se dire qui peut battre Yannick. Il a tout intérêt en plus à faire grossir son palmarès maintenant qu'il a débloqué le Grand Chelem et le Masters 1000. Il n'y a aucune raison de ne pas commencer à moissonner et Indian Wells c'est le parfait tournoi pour lui pour garnir son armoire à trophées. Bien sûr. Et j'avais aussi envie de rajouter une dernière chose, c'est que on voit Sinner, il a que 22 ans et il commence déjà à faire un peu comme les Nadal et Djokovic quand ils ont passé la trentaine, c'est-à-dire choisir ses tournois. Parce que il y a encore un an, une fois que l'Open d'Australie était fini, on le voyait à Rotterdam, puis à Doha, puis à Dubaï, puis tous les 250, 500 qu'il y a en février, ou à Montpellier plutôt. Enfin, on le voyait partout et il continue de jouer. Là, il a gagné son premier Grand Chelem. Tout de suite, il a mis un frein pour pas trop se cramer. Et même si le frein à Montpellier était normal, on a pu se dire qu'une fois que Rotterdam serait passé, il allait faire sa saison comme d'hab, donc Doha, Dubaï. Il l'a pas fait. Là, il a joué que deux tournois cette saison, l'Open d'Australie et Rotterdam. Il les a gagnés. Donc là, il va sûrement faire une Wells Miami quand même. Et puis, mais j'ai l'impression que là, vu comment il est parti, il va juste jouer Grand Chelem, les Master 1000, peut-être un ou deux 500 de temps en temps pour pas trop perdre la main. Mais il a que 22 ans et il commence déjà à faire comme les plus grands noms de ce sport et à choisir là où il doit jouer pour pas trop se cramer physiquement. Et je trouve ça très marquant et aussi intelligent parce qu'on sait que par le passé il a un corps fragile. Combien de fois en Grand Chelem il a pas pu finir à cause de blessures. Donc je trouve ça un choix très intelligent, mais voir un joueur si jeune faire ça, je trouve ça aussi très choquant d'une certaine manière. Mais tu penses que c'est vraiment un palier qu'il a passé là-dessus ou c'est une anomalie parce que là, cette année, il a gagné le Grand Chelem, donc il voulait vraiment en profiter, pas revenir trop vite. Est-ce que tu penses vraiment que c'est un truc qu'il va mettre en place à l'avenir ou si c'est juste Moi, un one-shot cette année? Moi, je pense que tant qu'il gagne, enfin, tant qu'il est avec un ratio, enfin, grandement positif de victoire, parce que je doute qu'il commence chaque saison avec un 12-0, mais je pense que maintenant, tant qu'il n'est pas dans une grande période de doute, comme peut l'être un Alcaraz en ce moment, où du coup il aurait besoin de jouer pour retrouver de la confiance, tant qu'il est serein et sûr de lui et qu'il gagne, je vois pas pourquoi il le changerait. Ok, bah on verra dans les prochaines années si ça se vérifie et qu'il a mis en place cette manière de gérer son calendrier de manière régulière. Du coup. Ouais. Donc, maintenant qu'on a fait le tour sur les favoris, on va piocher dans les petites surprises, à pas forcément pour un outsider qui pourrait aller gagner, mais un joueur qui est un peu moins bien classé que Djoko Sinner et qui a les épaules pour faire un bon tournoi. Donc, je sais pas, entre un huitième et une demi pour son statut. Personnellement, moi, j'attends beaucoup de Hugo Humbert. On en reparlera à la fin du podcast, mais là, il est dans une grande forme. Donc, il gagne Marseille, il vient de gagner Dubaï. Là, il est dans la forme de sa vie, il est au meilleur classement de sa carrière, il est 14e mondial. Sur dur, là, il est en pleine confiance.
Et donc on se met même à rêver de le voir prochainement dans le top 10. Et vu le niveau de la cinquième à la quatorzième, il a largement les capacités pour y rentrer. Entre la 8 et la 10, du moins, il peut largement le faire. Donc il me semble, à 755 points du top 10. On sait que la terre battue qui arrive bientôt, c'est pas son point fort. Donc là, ça va passer par des gros tournois à Indian Wells et Miami. Donc ouais, même si on n'a pas le tableau, il sera tête de série, donc protégé dans les premiers tours. Donc sur le papier des premiers tours simples, faut qu'il en profite et qu'il nous tape. J'ai envie de dire huitième comme plancher, plancher. Et s'il peut aller nous chercher un quart et un gros match, je sais pas, contre potentiellement un Duminor ou un Rublev ou un Urkac, franchement, on prend. Donc ouais, j'attends beaucoup Humbert sur ce tournoi. Mais surtout que Hugo, c'est un peu un des joueurs du moment. Très clairement, il est sur une forme assez folle. Il vient de battre Dani, il vient de remporter un 500. C'est pas son premier, c'était son deuxième, mais le premier date d'il y a quelques saisons déjà. Il est clairement sur une pente ascendante et contrairement à ce que tu dis, c'est pas complètement à l'opposé de ce que tu dis par rapport à la Terre et qui doit performer. Moi, je trouve qu'il a rien à perdre en fait sur ces tournois d'Indian Wells et Miami. Il est en pleine bourre. J'ai sous les yeux ses performances en Masters 1000. Il n'y a jamais eu vraiment d'envolée. Il y a 2 quarts de finale et un huitième, mais c'est jamais très très haut pour le moment. Donc il a tout à gagner cette année sur les Masters 1000 par exemple. Si en Grand Chelem il a un peu plus de mal à performer, donc complètement, il doit surfer sur sa dynamique et ça serait quand même un petit coup d'arrêt et dommage que il aille pas très loin à Indian Wells, alors pas très loin, on s'entend, on lui demande pas de faire finale, mais dans les hauteurs dont tu as parlé, je pense que c'est plausible et ça serait une bonne idée de le faire en tout cas, clairement. C'est sûr que s'il perd au second tour, franchement, je serais très déçu. Euh, donc ça, c'était ma première surprise. Je vais te passer la main. Qui est-ce que tu as comme petite pépite à surveiller là sur le premier Master 1000 de la saison? Alors j'avais quelques joueurs qui sont entre la 10e et la 20e place qui pour moi seraient quand même des surprises s'ils allaient très très haut parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de références, mais on pourra peut-être en parler plus tard. Si on descend un peu, moi j'irais sur Corda. Sébastien Corda qui reste jeune, qui avait fait un bon début de saison l'an dernier et après ça avait été un peu irrégulier. Cette année, il démarre plutôt dans l'anonymat entre guillemets. À Rotterdam, ça perd assez vite. Marseille aussi. Ouais, c'est ça. Et puis bon, à l'Australienne, il tombe sur Rublev, donc là, c'est difficile. C'est difficile d'espérer mieux, mais en tout cas, il a jamais, il a pas de référence à Indian Wells. Il a fait que deuxième tour pour l'instant. C'est la troisième fois pardon, où il joue le tournoi parce qu'il n'était pas là l'an dernier. Il était blessé. Donc ouais, Corda à domicile, il a tout pareil, il a tout à gagner. Il n'a pas forcément de pression de résultat, du moins sur cette paire Indian Wells Miami, puisqu'il les a pas joués l'an dernier. Donc pourquoi pas si ça clique devant son public. On sait que le public américain adore pousser à fond derrière ses compatriotes. Donc évidemment, c'est Ben Shelton qui vient en tête dans les Américains qui peuvent mettre un peu le feu au tournoi, mais Corda, ça serait dommage de l'oublier. Il est hyper élégant quand il joue. Il a à peu près tout finalement pour bien performer. Donc attention à Corda, faut voir le tableau qu'il aura, mais ça peut être potentiellement une surprise cette saison. Ouais, moi, je t'avoue, j'ai un peu de mal à y croire à Sébastien Corda parce que même si le jeu et le talent est là et qu'il n'y a rien à dire, c'est plus niveau confiance et mentalement c'est un joueur qui m'a beaucoup frustré. Enfin, même si il est encore très jeune, il a encore tout le temps devant lui pour prouver bien sûr, mais sur son début de carrière. C'est un joueur qui m'a pas mal déçu à maintes reprises contre les tout meilleurs où souvent il mène et il n'arrive pas à finir. Justement, Indian Wells en 2022, j'ai encore ce match en tête contre Nadal
au deuxième tour, où il a le break dans le troisième set à 5-4 me semble-t-il. Il conclut pas, et même contre d'autres joueurs comme Medvedev, contre Dominor ou contre des Rublev ou Medvedev, des joueurs dont l'aura est quand même une bonne strate en dessous. Il me frustre beaucoup dans ce moment-là, et son début de saison n'est pas non plus fou. Bien sûr, il a le talent tennistique pour faire une surprise, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à croire à ce que Corda fasse un truc. Bah écoute Sébastien, si tu nous entends, régale-nous Indian Wells s'il te plaît pour faire mentir Auguste, ça me ferait très plaisir. Donc en tout cas, on suivra ça avec attention. Bah, je demande que ça. Mais bon, j'ai des grosses réserves. Ensuite, moi je prends un cas qui est un peu à part, le cas de Rafael Nadal, qui normalement, s'il se blesse pas cette nuit sur l'exhibition Netflix là, contre Carlitos, devrait être à Indian Wells. Nadal, comment dire, c'est surprenant. Ça fait bizarre de le mettre dans les surprises, parce que normalement lui, toute sa carrière on l'a mis dans les favoris. Mais bon, là, ce qui nous a montré, enfin, les seuls repères qu'on a, c'est à Brisbane, où il passe deux tours solides, après il se reblesse contre Thompson pour son troisième match, où il perd là. Donc là, Nadal, j'attends rien au niveau des résultats sportifs, surtout que c'est une surface sur dur, très lent. Franchement, c'est pas là où j'attends Nadal en 2024. Mais je veux juste voir où il en est, s'il est vraiment remis de sa blessure, s'il peut se mesurer à l'élite tennistique, même pas à top 10, mais est-ce que si on le met contre un top 30 ou un top 40, je sais pas, en tête, un joueur fort sur dur en tête, tout sur qui je vais piocher, faudrait que je me prenne le classement pour pas te donner un exemple trop. Tu veux un joueur pas trop haut qui est bon Genre, sur. voilà, j'en ai un parfait. Si par exemple demain au deuxième tour d'Eden Wells qui joue contre Grigspor, un joueur top 30, solide, constant, est-ce qu'il peut le battre ou est-ce qu'il y a match? Est-ce qu'il fasse un truc ou est-ce qu'il est largué, il se prend 6-2, 6-1 et on n'en parle plus parce qu'il fait trop de fautes et que Grigspor il joue à 2 à l'heure mais il remet tout dedans et il fait courir. J'aimerais juste voir où on est Nadal là. Et je vais voir si le corps tient, si le jeu est là, si la puissance qu'il a montré à Brisbane et son jeu très porté là vers l'avant pour raccourcir les points est toujours là. Et donc est-ce qu'il est prêt pour tenir sur la longueur, parce qu'on le sait, son objectif c'est la terre battue et les JO. Et à partir du mois prochain, bah, on va avoir pas mal de Master 1000 et de 500 sur cette surface. C'est toujours une période où la marque l'histoire. Donc, je vais voir si Nadal est prêt. Bien sûr, s'il va loin, tant mieux pour le spectacle, pour la nostalgie, et pour le tournoi, parce que c'est une autre grosse tête d'affiche là, présente. Mais juste voir si tient et surtout quand il va perdre, parce que je vois vraiment pas, enfin il y a aucun monde pour moi où il gagne le tournoi, et juste voir quand il va perdre, est-ce qu'il peut perdre sans se blesser. C'est surtout ça la grosse question. Je sais pas ce que t'en penses, mais Je te confirme qu'il n'y a aucun monde, ni même Galaxy, où il gagne le tournoi. Ça, c'est clair et net. Je comprends l'attente autour de Rafa, mais pour moi, c'est, c'est peine perdue. Je fais partie des gens qui n'ont jamais cru à son retour. Alors après, c'est pas, je lui souhaite pas de mal du tout. Et si ça revient, tant mieux. Mais en fait, qu'est-ce qui va être différent de Brisbane, hein? C'est-à-dire que, ok, il aura eu encore un mois supplémentaire pour se remettre, pour se perfectionner, etc. Mais en fait, ça a bloqué à partir du moment où le match a commencé à durer. Donc tous ses adversaires, enfin je dis tous, mais peut-être qu'il y en aura qu'un ou deux, à Indian Wells vont pas forcément prendre des tôles face à lui. Donc je, je, je pense que c'est un peu peine perdue pour Nadal et que vraiment c'est la terre battue qui sera juge de paix là-dessus. Mais
Mais oui, pourquoi pas. De toute façon, il faut qu'il joue ces tournois-là enfin, il faut qu'il joue les tournois sur dur là en ce moment pour préparer la suite parce que ça fait partie de son processus de retour. Mais je regarderai ces matchs évidemment, mais au-delà de ce que tu as dit sur l'aspect sportif, moi j'attends rien du tout, du tout, du tout. Et je pense que il y a aucune différence par rapport au moment où il s'est blessé. Donc on verra ce qui se passera, mais je suis pas du tout convaincu par son retour. Et alors les exhibitions, pardon, on pourra en parler pendant des heures, mais ça reste une catastrophe industrielle. Et je comprends pas qu'ils aillent tous se mettre dans des galères comme ça si après ils veulent jouer les tournois en bonne forme. Ouais, bah, c'est ce que disait Murray il y a quelques semaines, hein. Il n'y a rien contre les exhibitions et ceux qui les font, mais il demande juste de la cohérence et que ceux qui les, Bah ouais. il faut pas qu'ils se plaignent que le calendrier est trop chargé, quoi. C'est juste ça. Bah si Alcaraz et Nadal font un tournoi Indian Wells un peu dans l'anonymat, alors il y a plus de chances pour Nadal que pour Carlos, bah ça alimentera de nouveau les débats autour de ces exhibitions qui n'ont ni queue ni tête à part le but financier. Euh, Là, Comme s'ils avaient besoin d'argent. Mais je suis bien d'accord avec toi. Et on a fait tout un podcast là-dessus il y a 3 semaines, il me semble. Je vous invite à l'écouter si c'est pas déjà fait. Et on y parle de tout ça, que ce soit le nouveau King Slam, je sais plus comment c'est à la fin, enfin King Slam Open en Arabie Saoudite ou l'UTS ou la Lever Cup ou le Netflix, enfin tous les exhibitions qui se passent de janvier à novembre alors que il y a des tournois professionnels qui se passent. Mais bon, bref, on va pas refaire un nouveau podcast sur ça. Toi, PH, est-ce que tu as une deuxième surprise chez les hommes, deuxième pépite, ou est-ce qu'on passe chez les femmes? je vais rapidement parler d'un joueur qui va finir au fur et à mesure des saisons, je l'espère ne plus être une surprise, mais là ça reste une surprise de l'annoncer, ne serait-ce qu'en dans le dernier carré, c'est Ben Shelton euh, qui euh, qui a vraiment apporté un vent de fraîcheur sur la planète tennis. Pour le coup, lui, il y a vraiment un effet Shelton autour de lui qui est assez fascinant. Et quoi de mieux qu'un tournoi important chez lui, enfin dans son pays du moins, pour se régaler. Donc je pense qu'il a vraiment moyen de faire quelque chose. Je regardais ses résultats jusqu'ici. Bon, bah, Indian Wells, il l'a fait qu'une fois, c'était un deuxième tour, il avait perdu contre Fritz. Et sur sa saison, il a 6 victoires, 4 défaites en 10 matchs. Donc, somme toute, un début de saison assez lambda. Mais on sait qu'il sait se transcender à domicile. On l'a vu à l'US Open, on l'a vu sur certains autres tournois, même un peu plus mineur entre guillemets des 500 des 250. Donc je pense que lui pour le coup il va vraiment vouloir arriver et performer sur Indian Wells et sur Miami parce que l'an dernier ça avait pas tourné en sa faveur. Donc Shelton il va être vraiment sur lui, on connaît ses forces, ce service complètement hallucinant, cette façon d'emmener le public avec lui. Donc je pense qu'il a tout de l'épouvantail lors de ce tournoi, Ben Shelton, parce que si ça clique dans le bon sens, ça reste encore un joueur de coup. Il n'y a pas vraiment de régularité, enfin je trouve. Donc si ça clique, attention à ceux qui vont se trouver en face de lui. Je suis bien d'accord. Et franchement, s'il y a un outsider qui peut battre plusieurs top 10 et se faire une place en demi-finale, franchement, Shelton, je le mets haut parce que il a tout, enfin, entre le public et le jeu qui te lâche sur la surface qu'il y a à Indian Wells, franchement, Shelton en outsider, je suis partant. Autant tout à l'heure Corda, j'y crois à zéro, mais là, oui, là, si vous mettez une pièce pour une surprise en demi-finale, oui, je veux bien la mettre sur Ben Shelton. Il y a aucun problème. D'autant, d'autant plus qu'il gagne son premier 500 l'an dernier, il est dans une progression assez, enfin, il est dans voilà, une progression assez logique
et un dernier carré de Masters 1000, au moins un quart. Un quart, ça serait intéressant, je pense. Ça serait déjà pas mal et ça le ferait avancer vers son prochain objectif, je pense, qui serait d'accrocher une finale de Masters 1000, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, on verra. Mais sans parler de titre, juste une finale déjà, Et ça serait bien. entre Indian Wells et Miami, là, sur le mois de mars, franchement, il y a moyen que, au moins sur un des deux tournois, il tape une petite demi. Moi, ça me surprendrait pas. Mais, Je suis d'accord. mais vu comment il joue, il peut autant faire une demi que se prendre deux firsts. Il y a aucune certitude avec lui. Il n'y a pas de juste milieu. C'est ça. Donc, maintenant qu'on a fait un bon tour chez les hommes, on va passer côté féminin WTA. Donc, on va reprendre le même principe. Et donc, on va pas perdre plus de temps que ça. Tu as parlé, enfin, chez les favoris, donc, tu avais pris Djokovic tout à l'heure. Je vais prendre la même côté femme en allant chez la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, qui est aussi sur un bon nuage en ce moment, même si son Open d'Australie est un peu raté, avec sa défaite contre Ostapenko, si je ne m'abuse. Non, pardon, contre Noskova. Ostapenko, c'était avant. Contre Noskova au troisième tour. Ensuite, elle va gagner Doha. On a l'impression que donc le premier WTA de la saison, on a l'impression que pour elle c'était un 250 tellement elle a martyrisé tout le monde. Même Rybakina en finale, elle la retourne deux premiers sets et puis après le deuxième set, elle en fait qu'une bouchée. Après, il y a eu Dubaï où elle se fait surprendre. Ils en ont parlé la semaine dernière, le reste de l'équipe là sur ce tournoi-là assez bizarre. On a une finale contre Kalinskaya et Paolini que bien sûr tout le monde avait prédit, bien sûr que non. Et donc l'avoir perdu contre Kalinskaya en demi, ça peut faire bizarre et ça peut être un doute, mais bon. Ça reste Swiatek, elle a l'expérience des grands tournois et des matchs très importants. Donc, franchement, je la laisse en favorite numéro 1 pour Indian Wells, même si bien sûr tout le top 4 féminin l'est en soi. Euh, mais franchement, je laisse ma pièce sur Swiatek. C'est un tournoi où elle performe quand même souvent. Elle atteint souvent le dernier carré. Elle y gagne en 2022. Et quand elle perd, c'est contre des gros noms. L'année dernière, elle perd en demi contre Rybakina dans un des matchs de la saison chez les femmes. En 2021, elle perd contre sa bête noire Ostapenko, qui on sait quand tout rentre, Ostapenko elle peut battre n'importe qui. Surtout qu'elle a typiquement le jeu qui embête Swiatek, c'est-à-dire dès qu'on l'agresse et dès que Swiatek ne veut pas mettre son propre rythme, elle est perdue et tout de suite elle devient moins forte. Mais bon, pour une annuelle 2024, je laisse Iga Swiatek vainqueur en pronostic sans aucun problème. Euh, qui as-tu choisi toi comme favorite? Alors je vais juste revenir rapidement sur Swiatek, là où je vais aller dans ton sens, c'est que sur dur, elle s'est pas mal heurtée l'an dernier sur le début de saison à Rybakina et à Zabalenka, surtout Rybakina, comme tu l'as dit. Et je pense que là, la victoire contre la Kazakh à Doha lui a fait du bien parce que pour le coup, on était vraiment dans ce qui l'a gêné, c'est-à-dire Rybakina qui envoie des frappes lourdes. Et finalement, elle a fait le dos rond, elle a réussi à remonter une situation mal embarquée et je pense qu'elle va clairement capitaliser sur cette victoire et qu'elle a repris un peu de confiance, du moins face à ces grandes joueuses qui frappent fort comme Rybakina ou Zabalenka. Donc c'est pas du tout, ça sera jamais déconnant de mettre Swiatek vainqueur d'un grand tournoi, mais là je trouve que cette année par rapport à l'an dernier, même si à l'Open d'Australie ça donne le même résultat, ce qui s'est passé ensuite, c'est clairement un motif d'espoir pour qu'elle reprenne son titre acquis en 2022. Alors de mon côté, je vais aller sur Coco Gauff. Hein. J'aime bien les locaux définitivement dans cet épisode du podcast. Ouais, Coco Gauff pardon, Coco Gauff parce que bah ça y est, elle est vainqueur de Grand Chelem, on l'a dit, à l'US Open, elle a battu Zabalenka, elle a rejoué là au début de saison l'Open d'Australie en demi, et elle était clairement un tour en dessous, mais euh,
à l'instar de la plupart des joueurs américains, elle sait se transcender devant son public. Et pour moi, elle peut clairement, enfin en tout cas, elle fait figure de favorite comme ses autres camarades du top 4. Mais ouais, c'est un tournoi qu'elle a jamais remporté, donc je pense elle a ce qu'il faut maintenant. L'an dernier, c'était peut-être pas le cas. D'ailleurs, elle sort en quart de finale contre Zabalenka l'année dernière. Il y a un step qui s'est fait entre Cincinnati et l'US Open, et vu son début de saison peut-être un peu frustrant pour elle, je pense qu'elle aura à cœur de remettre les pendules à l'heure directement, et donc je pense qu'Indian Wells, ça peut être une bonne scène pour elle pour se remettre à l'endroit et gagner son deuxième WTA 1000. Ouais. Goff, là, en début 2024, c'est un peu en dents de scie aussi, enfin, dents de scie quand même en moyenne haute, bien sûr. Puis bon, elle gagne Auckland, mais avec un tableau vraiment quand même pas à sa portée. C'est que elle a trois classes d'écart avec le reste. Elle fait un bon tournoi à Melbourne, bien sûr. Elle perd en demi contre Sabalenka. Bon, ça arrive à des gens bien, comme on dit, de perdre Clairement. contre Sabalenka. Et puis demi-finale, c'est un score tout à fait plus que correct. Mais là, à Doha, elle se prend un first contre Sinakova. Bon, on se dit une une C'est habituel sur le circuit féminin, ce genre de. bon, on se dit ça va. Et la voir perdre contre Kaya à Dubaï, comme pour Swiatek du coup, quand même, bah au moment où ça arrive, c'est quand même biaise que Kaylin Kaya n'est pas censé pouvoir battre Goff sur le papier, puis après elle fait le tournoi qu'elle fait, mais je sais pas, je la trouve moins en confiance, elle fait moins peur, donc après c'est peut-être juste une mauvaise passe, hein, je l'entends pas du tout, elle est encore dans ce nouveau Big Four. Et elle a que 19 ans aussi par rapport aux trois autres, Bien sûr. elle a pas du tout le même âge. Elle a que 19 ans alors qu'on a l'impression que ça fait 10 ans qu'elle est sur le circuit, ce qui est fou. Euh, mais donc je l'entends pas, elle donne une petite période creuse, un peu à l'image d'un Alcaraz chez les hommes où les deux sont dans une période creuse où ils gagnent plus autant qu'avant. Franchement, dans les favoris, je la mets quand même en quatrième ligne. Derrière les Swiatek, Sabalenka, Rybakina, Gauff l'a jamais quand même en numéro 4 et bien 4 quoi. Euh, mais bon, elle est quand même chez elle. Elle peut reprendre du poil de la bête chez elle dans un nouveau tournoi, dans un nouveau grand tournoi qui a en plus un tableau de 96. Son statut de tête de série, elle la protège encore plus que sur les deux précédents WTA 1000. Donc, elle peut faire un truc. Après, là, j'ai quand même du mal à la voir battre les trois meilleurs au-dessus. Faudrait qu'il y ait plusieurs surprises et que, avec le sort du tableau, elle se retrouve avec un tableau plus faible, entre guillemets, sur le papier, pour que je l'imagine voir gagner. Mais bon. Mais oui, pour moi, go, faut qu'elle fasse entre demi-quart. Mais aller au bout, j'ai un peu de mal. Tu parlais de début de saison un peu en dents de scie. Après, elle fait quand même une demi-finale donc à l'Open Australia, t'en as parlé. Et le match qu'elle perd à Dubaï contre Kaya, qui est futur finaliste, ça reste un quart de finale et elle a pris le premier set. Et elle tombe contre la joueuse qui va finalement en finale. Donc, je suis pas sûr que en tout cas, ce qu'on a vu d'elle dans le plus gros match pour l'instant de sa saison, la demi contre Zabalenka, c'est que il y avait beaucoup de fébrilité, notamment au service où elle avait lâché beaucoup de doubles fautes et elle avait été assez vite aspirée et n'avait pas pu mettre son jeu de défense en place. Mais là, peut-être que sur un tournoi qui reste quand même moins important que l'Open d'Australie, il n'y a pas de raison qu'elle ne retrouve pas cette hargne, cette défense, cette envie de dire ok, le début de saison, il n'était pas peut-être pas ce que j'espérais, j'ai quand même fait des bons résultats. Là maintenant, je suis chez moi, c'est un Masters 1000, enfin un WTA 1000, on s'est compris. Et du coup, je vais me remettre à jouer et c'est pas du tout dit
qu'elle n'arrive pas à battre une voire deux joueuses du top du Big Four dont on parle depuis quelques mois, quoi. Bien sûr, moi quand je disais saison en Doncic, c'est plus à son échelle, c'est-à-dire Oui, je vois ce que tu veux dire, mais ça reste une demi et un quart, quoi. bien sûr, mais tu mets ce palmarès à une Sakari ou à une Zeng ou à une Paulini, par exemple, je dis elle fait une énorme saison. Mais Goff, maintenant qu'elle a gagné un grand chelem, qu'elle a été numéro 3 mondial, qu'elle a été WTA 1000 aussi, et que son palmarès commence à s'étoffer, qu'elle a maintenant une statue comment dire, De Cador du circuit. Cador ou quoi, forcément je me mets l'attente plus haut. Mais bien sûr, c'est comparé au niveau et au statut de Goff. On pourra faire un premier bilan, je pense, après le Indian Wells et Miami sur son début de saison. Là, il manque quand même ces tournois Ouais. pour faire un vrai bilan. Mais si elle rate un peu ces deux tournois, je serais d'accord avec toi. Si elle réussit une grosse perf, voire deux grosses perfs sans forcément gagner les deux, mais qu'elle fasse des derniers carrés ou des finales, bon bah ça aura un peu éclipsé ce qui s'est passé avant pour moi. Donc elle a encore le temps de rattraper son début de saison et elle a toutes les armes pour le faire. Voilà. Donc maintenant, on va passer à nos surprises, à nos petites pépites. De mon côté, je vais faire un tir groupé qui va concerner nos, euh, nos plus jeunes joueuses. Je pense à Mira Andreeva, à Linda Noskova et à notre petite française Clara Burel. Les Noskova et Andreeva, j'en attends beaucoup. Je les place comme de grosses outsiders. Je serais pas surpris si une des deux, voire les deux, vont en quart. J'en attends vraiment beaucoup parce que elles ont le talent, elles ont le QI tennis euh, et déjà cette mentalité de championne de on veut gagner et vite. Maintenant, bien sûr, il leur manque l'expérience qu'elles vont. Enfin, là, c'est qu'une question de temps. Il leur manque la gestion un peu de leurs émotions, surtout pour la Russe qu'on a vu plusieurs fois soit pleurer ou péter un câble parce que ça allait pas comme elle le voulait, mais en même temps on l'a vu aussi parfois réussir à serrer le jeu. Je pense à son match contre Diane Paris en Australie, un match assez bizarre où donc elle le premier 6-1, elle gagne le deuxième 6-1 dans le troisième set pardon, il me semble qu'elle menait 5-2. Et elle réussit à se fermer et à finalement gagner le match au super tie-break. Mais j'en attends beaucoup d'elle, vraiment. Et je pense qu'elle peut faire tomber plusieurs têtes de série. Idem pour Noskova, vraiment même chose, copier-coller. Euh, Surtout que, comme on l'a dit tout à l'heure, Noskova elle a déjà de bonnes perfs cette année, notamment Swiatek à l'Open d'Australie, ce qui n'est rien du tout dans une carrière, surtout à 19 ans. Et, et donc oui, voilà, elle va jusqu'en quart de finale à Melbourne. Et puis il y a Clara Burel, qui est quand même dans une strate un peu en dessous, mais qui est rentrée dans le top 50, qui s'y installe, qui malgré son corps un petit peu frêle, son manque de puissance par rapport aux autres joueuses du circuit, elle réussit à faire son trou avec d'autres armes, avec une bonne variation au service, avec ses bons chops. Elle réussit un peu à casser de la tête à ses adversaires. Donc j'aimerais bien voir une Clara Burel au troisième tour ou en huitième, voire plus haut contre des top 30 ou même top 25-20. Franchement, sur une surface qui va peut-être l'avantager parce que son déficit de puissance va un peu moins se voir. Surtout elle va un peu moins le subir. Euh, donc franchement, j'attends un petit parcours sympa d'une petite française. Voilà pour mes trois petites pépites. Je te laisse compléter ou enchaîner avec tes pépites à toi, PH. Vas-y, c'est un plaisir. Écoute, moi j'ai pas de boule de cristal devant moi, donc je vais rester sur une personne. Je vais aller sur Elina Svitolina, qui fait un bon début de saison. Elle a gagné 9 de ses 12 matchs. Les trois défaites, on les rappelé, elle perd en finale d'Auckland contre Goff après avoir gagné le premier set.
Elle abandonne à l'Open d'Australie en huitième et elle perd contre Swiatek à Dubaï il y a quelques jours. Donc voilà, je pense pas que ces défaites, à part sa blessure à l'Open d'Australie, soient vraiment des signaux d'alarme qu'il faille tirer. Donc je pense que Svitolina, pareil, elle avance sans vraiment de pression. Je crois qu'elle est 20e pour l'instant à la race cette saison. Donc c'est pas celle qu'on voit le plus, mais il faudrait surtout pas l'enterrer. Son retour de maternité avait été, du moins pas forcément par les titres amassés, mais elle avait été plutôt convaincant. On sentait une hargne. Je pense que aussi, enfin c'est même pas un secret, mais le conflit qu'il y a dans son pays, ça rajoute aussi un peu de hargne. Et je pense qu'elle a envie de bien faire, de montrer qu'en plus de revenir d'une grossesse, elle a envie de montrer que les Ukrainiens et Ukrainiennes existent pardon, sur la scène internationale. Ils sont pas tant que ça en sport. Donc voilà, Svitolina, je pense elle a tout pour faire une surprise. Elle peut battre tout le monde. Elle a déjà des grands titres par le passé. Elle a l'expérience de grands rendez-vous. Donc je pense que Svitolina peut être une des, je dis pas que ce sera là, mais une des surprises de ce tournoi d'Indian Wells. Elle est encore assez jeune, elle a que 29 ans, donc elle a tout ce qu'il faut en magasin pour bien performer. Et son début de saison va plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses. Si tu la trouves vraiment en retrait ou si avec sa forme actuelle, elle peut peut-être chatouiller certaines grandes joueuses du circuit. Je te suis, elle peut faire un truc Indian Wells sur une surface qui va bien l'aider aussi. Vitolina, elle a l'expérience, malgré qu'on la catégorise un peu comme de l'ancien tennis, franchement, ses résultats nous prouvent un peu le contraire, qu'elle peut jouer d'égal à égal avec les joueuses du circuit en 2024. Donc franchement, oui, un peu comme mes premières petites jeunes là, si on la voit faire un quart ou une demi, franchement, je serais pas si surpris que ça. Euh, et oui, et je te rejoins sur le fait que entre le conflit en Ukraine et de bien jouer pour sa famille, un peu pour sa fille surtout. Franchement, je pense que c'est des motivations supplémentaires qui l'aident bien. Et oui, et elle peut faire un truc à Indian Wells, pardon. Mais Elle est un peu dans un entre-deux qui est intéressant parce que tu sens depuis qu'elle est revenue qu'elle fait partie d'un pool de joueuses un peu supérieur aux autres et il y en a, enfin elles sont un certain nombre. Je dis pas qu'il y en a que 4-5, mais tu sens qu'elle est un peu dans cette caste et en même temps elle reste cette joueuse un peu en retrait parfois par rapport aux meilleurs où tu te dis ouais bah il y a quand même elle devant, il y a elle devant, il y a elle devant. Je trouve qu'elle est dans un entre-deux assez intéressant où finalement bah, elle peut faire une grosse performance, elle peut faire une performance pas incroyable, mais elle est toujours dans quelque chose qui va être assez positif et qui va être elle va représenter une grandeur à son échelle qui fait que dans tous les tournois elle peut faire quelque chose sans forcément être favorite ou être parmi les 5-6 joueuses qu'on sort immédiatement. ouais, je te rejoins là-dessus. Bon, on a fait un gros point sur la situation à Indian Wells. On reverra d'ici 2 semaines si on a eu raison ou si on a eu que des On s'est surprises complètement planté. complètement gourées. Donc ça, on en parlera dans 2 semaines. On va revenir justement sur des faits et sur des choses qu'on a vues cette semaine. À commencer par les deux dramas qu'on a eu sur la même journée, coup sur coup. J'en ai fait un article dispo sur Jeu Blanc que je vous invite à lire si c'est pas déjà fait. Donc, on va commencer avec le cas Rublev qui a vraiment pété un câble dans sa demi-finale contre Bublik ou quand Bublik fait 6-5 dans le troisième set alors que Rublev menait tranquille son match, il devient rouge de colère et il engueule un juge de ligne comme si c'était son fils mal aimé. Et donc sur la situation ensuite, il y a le superviseur qui est venu et après plusieurs échanges, là, disqualifié. De toute façon, j'imagine que vous avez vu toutes les images.
Et donc, PH, je te laisse donner ton avis sur la situation, que la disqualification est méritée ou pas, est-ce que c'était dur ou pas, et est-ce que c'est que de la faute de Rublev ou les arbitres ont aussi une part de responsabilité. Enfin voilà, je te laisse mets ton affaire comme tu le sens, vas-y. Eh ben, tu parlais de Roublev qui devient tout rouge, moi aussi je vais devenir tout rouge parce que en fait ce joueur il m'exaspère. Il a une qualité tennistique indéniable, ça y a pas de problème. Tout le monde commence à bien l'aimer parce que on voit des images en dehors des matchs. Bah oui, il est hyper sympa avec tout le monde, il est machin et tout. Il y a aucun problème. Sauf que le mec, quand il est dans son match, euh, dans son body language, il est catastrophique. Et catastrophique, tant que ça dépend que de lui, ça va. Mais là, on parle d'une atteinte à un... Et quand je dis atteinte, c'est pas forcément physique, mais en tout cas une atteinte à un officiel, à un juge de ligne. Et pour moi, c'est... J'ai pas tous les règlements en tête, mais pour moi, la disqualification, elle est logique parce que le corps arbitral représente une certaine immunité et tu peux pas. En fait, tu peux pas, après un point, arriver face au mec comme ça, mettre ta tête quasiment front-front comme ça. Enfin, je dis quasiment, vous voyez, il était quand même très proche sur l'image et commencer à l'invectiver. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça arrive dans n'importe quel autre sport. Par exemple, sport co, bah, le gars prend un carton directement. Donc là, bon bah disqualification, c'est pas les mêmes degrés que dans certains sports, donc c'est compliqué à jauger, mais pour moi c'est logique. Il n'y a pas d'amélioration, c'est-à-dire que déjà je pourrais juste taper sur ses résultats en grand chelem, mais c'est la facilité. Mais même au-delà de ça, les années passent et en fait il y a zéro contrôle. Le gars va sur ses 27 ans quand même et il n'y a pas d'amélioration là-dessus. Il pète toujours les plombs pour des trucs. Des fois, tu te dis, oui, bah c'est bon, tu te reconcentres, tous les autres joueurs arrivent à faire ça, je vois pas pourquoi toi, tu n'y arriverais pas. Surtout si en dehors, t'es un petit agneau. Donc, euh, donc pour moi, la disqualification, elle est logique. Alors après, ce qu'il lui a dit, ce qu'il lui a pas dit, peu importe. En fait, l'image, quand tu prends le point de vue de l'extérieur, t'as un joueur qui vient s'en prendre verbalement et plus ou moins physiquement à un arbitre. Bon, bah c'est pas possible. C'est pas possible. Je sais que je sais que dans le monde du sport, on a du mal parfois avec ça en disant non, mais il nous faut des personnages un peu clivants, il nous faut des personnages un peu en couleur parce que sinon le sport il est aseptisé. Ok, mais jusqu'à un certain point. Et Roublev, son comportement sur le court, c'est pas possible. Surtout que tu peux être clivant sans te prendre aux arbitres, hein. Bien Par sûr, exemple, bah, bien sûr. son adversaire Bublik, il est clivant, mais il a jamais rien fait de mal avec un arbitre. Et, Non, il bouffe des chips avec des gens du public, donc. et voilà. Oui, voilà, et c'est très bien. Et on l'aime ou on l'aime pas, Bublik, mais tu peux pas dire que il te fait pas rire, sourire ou réagir au moins quand il joue, que ce soit avec ses services qu'il ses coups dans le dos entre les jambes, twinner. Il aime bien faire le show, mais ce qui est fou. Ce qui est bien avec lui, avec Bublik, c'est qu'il joue toujours avec le sourire, il aime faire le show, mais ça reste un personnage clivant parce qu'il y en a qui préfèrent les gens un peu plus lisses, un peu plus droits, un peu plus sérieux. Mais peu importe, Bublik, il a jamais fait de mal à un arbitre. Ouais, puis tu mets en avant un point important, c'est que il donne le sourire parfois, etc. Moi, Rublev, quand il joue, il me donne pas du tout le sourire, il m'énerve, il me frustre. Et il y a des degrés, il y a des graduations, c'est-à-dire que il peut être un peu énervé sur le court, pester après des décisions, mais il y a des paliers. C'est-à-dire que Medvedev, il est un peu comme ça. Je n'ai pas souvenir qu'il se soit fait disqualifier, mais ça lui arrive des fois d'être véhément. Mais pas physiquement, c'est-à-dire qu'il va l'être sur sa chaise, il va parler avec l'arbitre, mais il va pas non plus tirer l'arbitre par la manche et lui faire un tête-tête. Runeux dans un autre style, pareil, il est un peu volcanique, mais il arrive à se contrôler. Rublev, c'est impossible pour lui. Et au bout d'un moment, bah, ça lui pendait au nez, et là, ça lui tombe dessus. Pour moi, c'est mérité. Il y a que comme ça qu'il va comprendre, le gars. Et quand tu lui expliques, quand l'interprète ou je sais pas qui vient lui expliquer avec le juge de ligne et qui lui dit bon bah c'est fini, il le regarde, limite il invective à essayer de justifier son cas. Mais tu veux justifier quoi?
que tu t'en prends un arbitre, imagine l'exemple que ça donne. C'est-à-dire que là, on est encore plus dans une ère où avant, tu vois, on avait les McEnroe, ça passait, etc., parce que c'est l'époque. Là, on est dans une ère où tout est scruté. Donc, tu as le droit d'être clivant, dans un sens positif ou négatif, mais tant que ça reste dans le respect. Là, le respect, il a disparu parce que tu vas porter atteinte à quelqu'un. Donc, à partir de ce moment-là, c'est fini. Quand Zverev, il mitraille la chaise de l'arbitre de coup de raquette, bah, il est disqualifié. Bon, il y a un exemple qui pour moi est un peu con, mais on reste dans la même idée de porter atteinte, même si là c'est pas volontaire. C'est quand t'as une balle, quand t'as un joueur ou une joueuse qui envoie une balle dans la tête d'un ramasseur ou d'un juge de ligne. Bon bah oui, il y a ces trucs-là, c'est tolérance zéro, c'est tout. On peut s'entendre sur certains trucs, mais là, ce genre de comportement, c'est tolérance zéro. Et pour moi, ça doit être disqualification systématique. Donc, ils ont pris la bonne décision. Pour moi, les officiels, il fallait peut-être faire un exemple avec Roublev. Bon, bah, il a parfaitement la tête du client qui prend une disqualification pour mauvais comportement. Bah, surtout que en fait, si tu mets pas une disqualification là, à ce moment-là, euh, en C'est porte soi, ouverte. c'est ça, c'est que tu ouvres la porte à pire encore, pire encore dans les réactions et dans le dialogue entre les joueurs et les arbitres. Là, je te rejoins que oui, il fallait mettre un stop et ça rappelle quand même que les superviseurs et les arbitres ont un minimum de pouvoir encore sur le terrain parce que depuis plusieurs années, on a l'impression que c'est juste des robots à juste dire le score. Après, moi, j'ai quand même amené une petite nuance, c'est que certes, ce qu'a fait Rublev, il n'y a aucune excuse et il mérite sa disqualification. Ça, je reviens pas dessus. Mais à un moment, sur les tournois où il y a des arbitres des vrais juges de ligne et pas un robot. Il faut aussi que les arbitres se mettent au niveau de ces matchs-là et que quand la balle elle est faute de 20 cm, ils le disent et qu'ils se trompent pas. Genre par exemple à Dubaï sur le Caso contre Mugetti, il y a eu un nombre de fautes d'arbitrage quand même assez nombreux. Heureusement qu'il y a le Hawkeye pour vérifier, parce que sinon il y aurait plein de joueurs et de joueuses qui se feront bourber à des points. Il y a aussi l'histoire que les arbitres, en général, doivent un peu faire moins de fautes. Alors, chaque c'est dur, que les balles elles vont vite, que ce soit service ou dans n'importe quel coup, les balles elles vont à une vitesse folle et qu'à l'œil nu c'est compliqué. Mais si encore les erreurs ça se jouait sur des millimètres ou sur 1 ou 2 centimètres, franchement je dirais rien. Mais quand la balle elle est 10 dehors et que le call il est mauvais, à un moment c'est ton métier aussi. Donc il y a il y a un juste milieu à avoir quand même. Il y a deux questions qui se soulèvent de ce que tu viens de dire. C'est la première, c'est est-ce que ça a été récurrent pendant le match de Roublev, ces fautes, ou c'est vraiment celle où il y en a vraiment eu juste une ou deux et celle-là vraiment ressort. Auquel cas, du coup, ça va pas exactement avec ton discours, parce que si c'est tout le match, tu peux comprendre la frustration du joueur, mais dans tous les cas, c'est l'arbitre. Et du coup, ça pose un autre problème, c'est le respect du corps arbitral et du sport que tu pratiques. Dans plein de sports, on a des erreurs arbitrales manifestes plein de fois. Je vais revenir sur un exemple de tout à l'heure, parce que pour moi il est parlant, mais dans les sports courts, la dernière Coupe du Monde de rugby, on avait le match France-Afrique du Sud qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre, pardon. Bon, bah finalement, la décision de l'arbitre, elle est entérinée, point barre. C'est-à-dire que même en revoyant les images, lui, il a interprété comme ça. Donc là, au tennis, c'est différent parce que c'est faute, pas faute. Mais à partir du moment où l'arbitre a pris la décision 2 et que ça n'a pas été une récurrence tout le match, que les fautes étaient pas signalées, enfin les balles en dehors, bon, bah, tu te tais, c'est tout. Et tu te tais, l'expression est gentille. C'est pas du tout ce que j'ai en tête, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais au bout d'un moment, voilà, ça, il faut passer à autre chose. Des matchs, t'en joueras 800, c'était pas le match de ta vie. Si ça te rend fou à cause de ça, bah, apprends à te canaliser déjà. Et si tu te canalises
et que tu es un joueur plus calme, je pense que les arbitres seraient déjà plus enclins à parler avec toi et à être c'est quoi le mot, à être quand on laisse plus facilement passer, voilà, c'est ça, indulgent avec toi. Là, bon, bah, t'as un casier déjà qui est lourd. Alors, attention, je parle juste de comportement sur le court dans sa façon de s'énerver, mais évidemment que au moindre truc, les arbitres, ils vont pas hésiter, et ils ont raison. Et ils ont raison. Donc, je vois ce que tu veux dire, mais si c'est pas une récurrence tout le match, et quand bien même ça en est, c'est faute, ben, tant pis. Des matchs, il y en aura d'autres et tu peux pas sortir de tes gonds comme ça, c'est impossible. Ouais, non, Impossible. là, sur le cas Rublev, c'est que c'était sur une balle de 6-5 dans le troisième set, donc on est à un moment clé du match. Donc je pense que c'est plus sur le moment où il a pété un câble. De toute manière, si l'arbitre dit faute et que t'as plus de challenge, à un moment, faute c'est faute. Voilà, c'est tout. Point barre. Voilà, bah c'est tout. Bon, on va vite fait parler d'Arthur Fils à Santiago qui quelques heures après aussi pété un câble à Santiago. Bon, lui, c'est dans un contexte bien différent parce que je sais pas si tout le monde a vu sur les réseaux sociaux ou même en voyant des matchs du tournoi, mais le central à Santiago, c'est une horreur. On est vraiment sur un court ou même dans un tournoi open entre 2,33, il y aurait pas ça. Où t'as des faux rebonds de fou, peut-être des endroits où la balle elle rebondit pas, elle s'écrase sur la terre puis elle roule. Donc pour un tournoi pro, ça la fout mal quand même. Et donc pour remettre la situation en place, vite fait, il y a Arthur Fils qui a pété un câble sur l'arbitre et au superviseur. Parce que sur les images, je pense qu'ils plante du terrain et des rebonds et que c'est pas possible de jouer sur un terrain comme ça. Au final, lui, il se fait pas disqualifier, mais il se prend juste un warning. Bon, il perdra le match plus tard contre Martinez, mais 24 heures plus tard, sur son compte Insta, il a présenté toutes ses excuses à la direction du tournoi. Et aussi, il explique que la raison pour laquelle il avait gueulé, c'est que il a senti une douleur à la cuisse à cause des mauvais terrains. Et donc, il avait peur que ça lui tronque son début de saison, notamment avec deux Master 1000 qui arrivent vite. Donc voilà, c'était plus sur ça. On est sur un autre cas que Rublev aussi parce que il est plus jeune donc il a moins d'exemples et moins de passifs que Rublev et je pense que le superviseur était aussi conscient que son terrain était un peu nul donc il a mis la sanction minimale à Fils. On reste dans un cas où un joueur crie, hurle sur un officiel. Donc, est-ce que il y a eu deux poids et deux mesures on peut se poser la question. Bah, c'est surtout que, encore une fois, on est sur une situation où, ouais, tu te plains du cours, mais le tournoi, ça fait plusieurs jours que tu joues. Pourquoi tu te plains que maintenant? Pourquoi t'en as pas parlé avant? Pourquoi tu l'as pas fait remonter? Je sais pas si ça a été fait ou pas. Et on en revient aussi à moi, un truc qui m'énerve, parce que là j'ai ressorti les déclats de Fils, parce que j'avoue que par rapport à Ublev, je l'ai vu un peu de loin, celle-là. Et il lui dit, êtes-vous un putain d'athlète? Alors comment savez-vous si c'est possible de jouer ou non sur ce cours? Comment vous le savez? Ça, c'est un truc qui me rend malade. Sous prétexte que on n'a pas joué à haut niveau, on n'a pas le droit de parole. Ça, c'est un truc qui me rend ouf. Je comprends pas ce concept. Si on est devant notre télé, on voit bien que le cours il est pourri. On n'a pas besoin d'être sportif pour le voir. Donc invectiver le superviseur en disant est-ce que vous sous-entendu vous n'avez pas joué au sport donc vous savez même pas ce que c'est. Et ça c'est ridicule. Ça il faut stopper. Donc il a eu la bonne réaction en s'excusant et je comprends comme Rublev. Au final je comprends la frustration. Si c'est un point important ou là si tu as ressenti une gêne et que tu avais peur de te blesser. Mais l'argument de on est sportif donc on sait mieux que vous, il faut arrêter ça. Ça il faut arrêter. Et donc sur les décisions, peut-être qu'il fallait appliquer la même sanction. Après c'est toujours pareil
c'est dans le sport en général, c'est à l'appréciation de l'arbitre et de la personne en charge. Ils ont décidé qu'ils voulaient être compréhensifs. Bon, bah, ils l'ont fait. Roublev, ils n'ont pas été compréhensifs. Je suis pas sûr qu'ils. Chaque cas est différent, mais on peut peut-être se retrouver sur des trucs. Là, peut-être que la bonne décision était aussi de le disqualifier, mais l'arbitre a choisi d'être plus compréhensif et c'est son appréciation. Ok. Bon, voilà, on referme la parenthèse drama. On va finir quand même en félicitant Hugo Humbert et Alex de Minor qui sont les premiers champions de la semaine. Donc Hugo Humbert, on a un peu parlé en début d'émission. Donc il gagne son deuxième 500 à Dubaï. Il gagne son sixième titre en six-finale, troisième joueur de l'histoire après Cliven et Gulbis à réussir ça. Et pour info, personne n'a fait le 7 sur 7, donc peut-être que Hugo Humbert aura un propre record qui n'est pas du tout simple à avoir. Il gagne son titre avec une grosse semaine, donc il bat Monfils, Murray, Hurkacz, Medvedev et Bublik en finale, donc de sacrés clients. Et pour l'avoir vu jouer sur la majorité de la semaine, franchement, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il surjoue, il est dans son niveau moyen, ce qui est le plus important pour un tennisman, c'est bien jouer et gagner avec son niveau moyen. C'est ce qu'il a fait, bravo Hugo. Moi, c'est surtout ce qui m'a euh, vraiment très impressionné, c'est sa qualité de service en première balle. Il passe de super première, surtout côté gauche avec le slice du gaucher, contre Medvedev, qui lui déjà de base retourne très loin. À un moment, il le déporte tellement que Medvedev il est sorti du cadre de télé. Franchement, bravo Hugo, gros tournoi, patron. Je sais pas si t'as pu voir ces matchs aussi à PH pour en sortir quelque chose. Non, j'ai pas vu les matchs, mais ce qu'on peut mettre en avant, c'est que oui, la régularité est là et c'est ce qui compte dans ce sport, c'est d'avoir de la régularité. Il a réussi à s'adapter à ses adversaires. Le service, ça reste la base et le b.a.-ba pour tout joueur de tennis en 2024. Donc, si sa première balle est efficace, bon bah oui, bah il va gagner des matchs forcément, même s'il joue contre des gros joueurs. Donc, il a le vent en poupe qui continue, et puis on a hâte de le voir, comme on l'a dit tout à l'heure sur Indian Wells, mais en tout cas, oui, le 6 sur 6 force le respect, et ça sera jamais un gage de future bonne carrière, mais en tout cas, c'est une façon idéale de démarrer, et on sera tous d'accord là-dessus. Et pour finir, du coup, on va parler un peu de Minor très brièvement, donc qui est encore top 10, qui gagne et qui conserve son titre à Acapulco en battant Rude en finale 6-4 6-4 et en jouant son jeu, hein, je veux dire un jeu de gros limmer, c'est-à-dire il fait peu de coups gagnants, il remet la balle dans le court, il court partout. Il n'y a pas eu une révolution dans son jeu encore. Donc pour revenir vite fait sur son parcours, il bat Taro Daniel pour son premier tour, Hoffner en huitième, Tsitsipas en quart, Draper en demi, donc Rude en finale. Gros tournoi de sa part et gros début de saison aussi où il bat Djoko à la United Cup, il rentre dans le top 10, il gagne un 500 pour la première fois de sa vie, il réussit à conserver un titre. Il fait finale à Rotterdam aussi, il fait huitième à Melbourne alors qu'il menait 2-7-1 contre Rublev. Franchement, il est dans une grosse forme et on l'a pas cité tout à l'heure parce que bon, il est quand même top 10, mais pour Indian Wells sur une surface lente qui avantage du coup les limeurs et ceux qui courent partout, de mineurs à Indian Wells, on pourrait mettre une petite pièce sur lui. Il pourrait sortir du lot et du chapeau. Attention à lui. Il est à sa place en tout cas en ce moment. Pour le coup, là, on n'est plus dans le. Il fait des coups par-ci par-là. On est quand même aussi sur une régularité le concernant en partant de la United Cup jusqu'à maintenant.
Et bah oui, quand tu regardes son tournoi à Acapulco, donc il le conserve, ce qui est déjà une bonne performance. C'est un 500, donc c'est le plus gros tournoi qu'il a remporté. Et puis bah ouais, il a sa place, il maîtrise, il met 2-7 à Daniel facilement, pareil à Hoffner, Draper il perd un 7, mais finalement il s'en sort assez facilement en troisième, il gagne en 2-7 face à Rude. Bon bah il est à sa place et évidemment qu'il sera dans les joueurs à suivre à Indian Wells vu son état de forme. D'autant plus si la surface le privilégie, enfin fait ressortir les bons côtés de son jeu quoi. Et bah, on aura bien fait le tour de toute l'actu de tennis, qu'elle soit passée ou future. Merci PH pour m'avoir accompagné durant tout le podcast. Euh, Merci à toi. une super première. Et puis, on se retrouve du coup lundi prochain pour un nouveau podcast. Sûrement encore sur une nouvelle, vu qu'on aura une première semaine de jouer. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment où vous écoutez ce podcast. Et puis sur ce, à lundi prochain. Salut tout le monde. Salut tout le monde.